Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Depuis hier, le message porté du délégué régional de la Sûreté nationale du centre au chef d'unité de la même région est largement diffusé sur les réseaux sociaux. Le premier flic du centre sur haute instruction de la police, de la hiérarchie de la police, recommande des fouilles sécuritaires sur taxis et vendeurs ambulants, suspects de jour comme de nuit. Le commissaire divisionnaire Didier Nga demande aussi de procéder à des fouilles corporelles des chauffeurs ainsi que les occupants des taxis, des malles arrière, des dessous de sièges, des boîtes à gants, des capots, à la recherche d'armes à feu, armes blanches, drogues et autres explosifs. Ces opérations coup de poing et autres bouclages font suite à 2 déflagrations d'engins explosifs dans 2 quartiers de la capitale, Emana et Mélène, les 20 et 21 juin courants. Et dans la nuit du 23 juin dernier, les habitants du quartier Emana ont eu une nuit agitée du fait de la présence de policiers et gendarmes qui avaient pour mission de fouiller maison après maison. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Sécuritaire Yaoundé passé au peigne fin. Pour en parler, nous avons en plateau à Douala Georges Borel. Georges, bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation et merci à tous les téléspectateurs qui suivent Equinox Soir chaque soir. Voilà, Georges Borel, secrétaire national au développement du PURS, c'est bien cela? C'est bien cela. Elle est toute fraîche, hein, la nomination? Elle est toute fraîche et elle est méritée. Ah bon? Bien sûr. Je trouve que c'est mérité. Bienvenue une fois de plus. En face de vous, Camille Nellet, le doyen. Je vais reprendre une formule de cher à Guy Hervé Fongan, le doyen que toute l'Afrique, toute la presse nous envie. Ah ouais, il n'y a que Guy Hervé Fongan pour le dire aussi bien. Ouais. Bonsoir Serge autour, bonsoir M. Borel, bonsoir téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, journaliste d'investigation Camille Nellet, il est... Mardi, c'est les mardis, les jeudis, et les vendredis. 3 fois par semaine. Revue de presse de Flavien Vallon-Dongo et Jean-Paul Chouniat. Nous allons donc prendre la direction tout de suite de Yaoundé où nous attend. Je l'ai vu. Serge Aimé Bicot. Serge Aimé, bonsoir, bienvenue. Serge, alors, salut à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, Serge Aimé Bicot, je commence par vous. Vous êtes dans la capitale et... Je sais, vous êtes le chef service politique de la Radio Tchéménie Siantou, en plein cœur de Vorbi, où il y a une certaine affluence. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Bien, sur le terrain, il était d'abord question de confronter les différents facteurs liés à la réalité sur le terrain, parce que tout est parti notamment du communiqué qui a été rendu public par le délégué régional de la sécurité nationale, qui faisait état justement de l'explosion des 2 engins dans 2 quartiers de la ville de Yaoundé. Bon, c'est vrai que nous avons eu des alertes durant le week-end dernier par rapport à ce phénomène, au regard des informations qui circulaient notamment sur les réseaux sociaux. Mais il était question pour nous que c'est réel, notamment c'est quelques jours après la publication du communiqué du délégué régional de la Sûreté nationale que nous sommes rendus davantage compte que c'était réel. Au point où l'on a multiplié les cas de contrôle, notamment dans les taxis, les cas de contrôle de passagers, de même que les cas de contrôle des différents sacs des uns et des autres sur le terrain de l'espace public. Aujourd'hui, lorsque de fond en comble le communiqué du délégué régional de la Sûreté nationale, je me rends davantage compte qu'on focalise l'attention sur un problème qui fait partie de ce que nous appelons généralement de la sécurité spectacle. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème,
on s'empresse à rendre un communiqué public, on s'empresse également à trouver un ensemble de moyens que l'on peut considérer comme des moyens qui sont considérés comme des moyens à la porte-pièce. Parce qu'en réalité, lorsqu'aujourd'hui, on constate un danger, il y a des quartiers qui sont populés, il n'est pas question de réagir en trouvant des solutions que l'on peut considérer comme des solutions cosmétiques. Parce qu'en réalité, il suffit davantage de mener une enquête systématique pour comprendre le phénomène de l'insécurité en zone urbaine. Parce que la compétition plurielle et qui ne se focalise que l'on peut considérer comme spontané ou factuel. J'aborde le phénomène de l'insécurité en fonction du problématique global qui porte davantage sur la compréhension même du phénomène de la mobilité humaine. Parce qu'il faut mettre en corrélation camerounaise et singulièrement Yaoundé-Douala, il faut mettre cela en corrélation avec le phénomène de la mobilité d'un ensemble d'acteurs humains. Il faut mettre ce quartier considéré comme populaire. Parce que lorsque l'on voit la typologie des quartiers dans les zones urbaines, vous avez des quartiers populaires, vous avez des quartiers résidentiels, vous avez des quartiers moyens. Mais vous allez constater que le phénomène de l'insécurité est beaucoup plus préoccupant dans l'ensemble des quartiers populaires. On a ciblé aujourd'hui Mélène, climatisation négative, mais il s'agit davantage de constater que ce sont des quartiers où, à certaines zones, il y a un phénomène de déficit, unité d'un ensemble de cas de délinquants dans ces zones-là, que ce soit des délinquants mineurs ou des délinquants majeurs. Il faut également noter que, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'apparition des explosifs, ça montre d'être considérés comme des terroristes, entre guillemets. On ne va pas y arriver parce qu'on n'a pas aujourd'hui un ensemble de déterminants factuels vous permettant davantage de localiser ou bien de polariser un ensemble de terroristes relativement à ce phénomène-là. Donc je pense qu'il va falloir que l'on mobilise plusieurs déterminants qui sont à la fois de manière à pouvoir avoir une approche holistique, c'est-à-dire globale, du phénomène de l'insécurité, pour ne pas se focaliser seulement sur des faits divers que l'on peut noter dans certains quartiers, notamment lors d'un week-end, et qui peuvent maintenant aider les uns et les autres à pouvoir renforcer l'ensemble de mécanismes de lutte contre cette insécurité-là. Voilà, merci Serge Bikoy. Malgré la mauvaise qualité, on va revenir à vous. Les équipes techniques vont s'employer à colonner Serge Bikoy dans des conditions techniques meilleures. Georges Borel, dites-moi, vous avez parcouru ce message porté. Voilà, ça vous a donné des sueurs froides. Comment vous réagissez après avoir lu ce message? J'avoue qu'après avoir lu ce message, j'ai été fortement étonné et embêté en même temps. Oui. Dans la mesure où, récemment, on a tempêté dans toute la République par rapport aux différentes caméras. Il y a une centrale également qui a été mise au niveau de Yaoundé pour pouvoir mettre en place un certain type de sécurité qui permettait à ce que les Camerounais puissent vaquer à leurs occupations de manière en toute quiétude. Mais là, subitement hier, le communiqué arrive et on se pose la question de savoir aujourd'hui, est-ce que la police fonctionne désormais par à-coup? Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression, lorsqu'on lit ce communiqué, que en fait même les hommes en tenue, nos forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, ont été surpris par ce type d'action qui s'est posé hier dans la ville de Yaoundé. Et là, Borel, vous voulez nous faire comprendre que les caméras qui sont dans la ville disséminées dans les carrefours de Yaoundé n'ont pas pu voir. Mais c'était les images de celui qui a posé l'engin explosif, c'est ça? Mais c'est Jalin. Oui. Lorsque justement vous lisez ce communiqué, est-ce qu'à un moment donné, dans ce communiqué, il y a un espace
qui laisse croire à un moment donné qu'on a des indices par rapport à ceux qui ont posé, qui ont pu poser ce type d'action. Il n'y en a pas. Et même quand on va plus loin dans ce communiqué, plutôt, on recommande dans ce communiqué des fouilles générales. Alors, quand on décide de faire des fouilles générales, c'est qu'on appelait à l'époque, quand nous étions petits, des RAF. Oui. Mais ça veut dire, à un moment donné, on n'a pas de direction. Oui. Et donc, on part à tout va. Et en se disant qu'en cours de route, on va croiser des indices qui vont permettre justement de relier les deux événements. Et en ce moment, à l'heure où nous parlons au Cameroun, pour notre police, ça c'est assez inquiétant de le savoir. Voilà pourquoi je me dis, mais on a dépensé des fortunes assez importantes pour installer des caméras un peu partout dans la ville et créer toute une centrale dont on nous a fait toute une grosse publicité pendant des mois, et qu'aujourd'hui on se rend compte que voilà, on revient à la chose primaire qui est justement la RAF, parce qu'il faut essayer de voir à gauche, à droite. Ça devient de plus en plus inquiétant de lire ces communiqués. Camille, on vous a suivi ce matin sur cette sortie du délégué régional à la Sûreté nationale. Vous pensez... Quel est votre point de vue déjà? Mon point de vue est assez singulier. Parce que je ne suivrai pas mon ami Borel dans le procès qui est fait aux caméras. On peut dire que ces caméras sont en train d'être installées. Personne n'a jamais prétendu qu'elles sont installées sur toute l'étendue et de la ville. Elles continuent d'être installées? C'est pas terminé? Non, c'est pas terminé. Attendez, vous pouvez compter le nombre de caméras qu'il y a. Voilà. Allez à l'intérieur de Vipanda, vous allez en trouver combien? Allez à Bonabéry, allez à Mambanda, vous allez en trouver combien? Non, moi je pense que c'est un processus qui est mis en place. Il y a déjà ce mérite d'avoir mis ces caméras. Il y a déjà ce mérite d'avoir mis sur pied une centrale capable de retransmettre en temps réel et même de conserver les images. Ça, c'est un pas, parce qu'au Cameroun, déjà, ça n'existait pas. Moi, je pense que déjà, avec cela, c'est un pas qui est en évolution, et il est peut-être un peu trop tôt pour faire le procès de ces caméras. Moi, à la lecture de ce communiqué hier, que j'ai d'abord découvert dans les réseaux sociaux, j'ai été un peu surpris. Surpris d'abord par le fait qu'on a parlé de 2 explosions, à Mylène et à Miniferme, je crois. Non, à Emana. Je pense que dans le sens d'une bonne communication, il eût été important que l'on communiquât, que l'on indiquât comment ça s'est passé, où ça s'est passé, est-ce dans une maison, dans une vente emportée, est-ce qu'il y a eu des victimes. Ça, c'est un élément fondamental dans la communication et dans l'information des populations pour savoir qu'il y a déjà il y a une déflagration à telle heure, et ça fait tel nombre de victimes. Moi, je pense qu'aucun journal n'en a parlé, aucune télévision n'en a parlé. C'est déjà quelque chose d'assez curieux. Bon, maintenant, quand on dit que sur la base de ces explosions, faut engager les fouilles, ça veut dire quoi? Le délégué régional, on dit bien le délégué régional, qui n'a pas dit sur hautes instructions du délégué... Non, il dit suite, le texte dit ceci: suite, évolution contexte sécuritaire Ville Yaoundé, caractérisée par explosion 2 engins explosifs improvisés, EEI, nuit du 20 au 21 juin 2020, haute hiérarchie recommande. De la haute hiérarchie, la haute hiérarchie, c'est pas forcément le délégué général de la Sûreté nationale. Bon, maintenant, ce que je voudrais dire... La haute hiérarchie, c'est ici, c'est donc qui... de toute façon, vous savez que la délégation générale de la Sûreté nationale, elle est affiliée directement à la présidence. Donc, ça peut pas être forcément le délégué général. Il y a encore que si c'est le délégué général, on aurait pris le soin de le préciser. Mais là, ce n'est qu'un détail. Moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'à partir de cela, c'est le délégué régional qui a pris la décision de mettre sur pied un système de maillage de la ville de Douala avec des fouilles, avec des... De Yaoundé. De Yaoundé, je veux dire. Oui. Un maillage de la ville de Yaoundé avec des contrôles, des fouilles jusqu'au sac des femmes, jusqu'au balles arrière des véhicules, bref, une fouille généralisée qui va créer, si on la regarde dans le détail, une restriction extraordinaire de liberté, qui va faire que personne ne sera en sécurité, personne ne sera plus libre, parce qu'on peut vous interpeller à tout moment et vous fouiller, vous demander, vous êtes obligé de vous exécuter. Mais pourquoi, en cas de situation de trouble, pourquoi est-ce seulement la police? Moi, je pense que dans une opération comme celle-là, il faudrait mettre un maximum de forces de police sur le terrain, parce que déployer autant de policiers dans la ville de Yaoundé va demander non seulement beaucoup d'hommes, mais ça va aussi demander des moyens. Et ces moyens-là, on ne peut pas les exclure.
Bon, maintenant, moi, dans mon questionnement, j'ai posé des questions à gauche et à droite, et de sources bien introduites, j'ai appris qu'il y aurait eu une réunion tenue dimanche par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, qui avait autour de lui le délégué général de la Sécurité nationale, le secrétaire d'État à la Défense, le ministre de l'administration territoriale, des généraux, et un certain nombre de personnes spécialisées dans la sécurité. Et c'est au sortir de cette réunion que ces dispositions ont été prises. Mais ces dispositions-là, elles vont durer pendant combien de temps? Est-ce que ces deux explosions dont beaucoup de gens n'ont pas entendu parler, sont-elles suffisantes pour mettre toute la ville de Yaoundé et ses environs dans un état de psychose permanente? Parce qu'il s'agit de cela. Les gens vont se retrouver dans une situation telle que c'est une sorte d'état d'urgence. Et combien de temps va durer cet état d'urgence? Voilà les questions simples que j'ai pris le soin de me poser sans aucune intention de porter un jugement quelconque sur les mesures de sécurité qui sont effectivement du ressort des forces de sécurité. Mais pourquoi est-ce seulement la police? Pourquoi pas la gendarmerie qui est aussi une force de défense, et d'ailleurs dont on nous dit que l'un des patrons, le plus grand patron, a participé à la réunion, aurait participé à la réunion du ministère. Donc on peut se poser des questions simples. C'est pour cela qu'on dit qu'on recherche et des armes blanches, et des pistolets, et de la drogue, et des explosifs. Vous savez, c'est pas facile. Moi, je vous dis aussi que quand on balance un communiqué comme celui-là, et quand on regarde, quand les malfaiteurs réalisent qu'il y a autant de mouvements de police, moi je pense ils réajustent leur stratégie. Ils se tiennent d'abord à carreau, ou bien ils changent d'objectif. Parce que c'est mentionné large diffusion. Hein. La large diffusion, elle est là. Mais moi ce communiqué, pour moi, est quelque chose de curieux. Il est curieux, tout simplement. Il est curieux. C'est vrai, je dis que c'est vrai que le délégué régional de la police, de la Sûreté nationale dans le centre, a le droit d'avoir l'œil sur sa région. Mais attendez, de là à mettre toute la ville sous coupe réglée et sous fouille systématique, moi je pense qu'on n'a jamais vu ça. Serge Bikoy, deux explosions à Yaoundé, deux explosions qui entraînent la mise de la ville sous haute surveillance, comme beaucoup de journaux l'ont dit aujourd'hui. On recherche et des armes à feu et des armes blanches. On veut bien comprendre la corrélation. Il y a eu explosion, maintenant on recherche des armes blanches, des armes à feu. Bien. Oui, lorsque l'on met davantage l'accent sur ces indicateurs qui sont formulés et élaborés dans le communiqué délégué régional à la Sécurité nationale, il s'agit davantage d'insister sur les fouilles systématiques, notamment dans les taxis, dans les véhicules, notamment dans les différents services, de même que dans les différentes usages des acteurs des armes à feu, soit même des engins, soit même des stupéfiants. Mais il faut relever que lorsque l'on met davantage en vitrine ces paramètres-là, Voilà. Georges Borel, on va revenir. Sont davantage des acteurs de l'économie qui règlent les valeurs qui sont notamment préconisées par un ensemble d'ensemble de la sécurité sociale. Les criminels sont au courant d'un ensemble d'instruments de la régulation sociale ou du contrôle social qui sont mis en vitrine par des appareils répressifs de l'État. Cela dans une dynamique stratégique. Nous sommes là dans la corrélation entre l'acteur et le système. Les acteurs sociaux ont la capacité à contourner les normes. Ces normes répressives, ou bien ces normes coercitives qui sont davantage mises en vitrine de manière à trouver d'autres instruments. Parce que dans les différentes stratégies qu'il faut mettre en vitrine, il ne faut pas tout communiquer. Il y a, j'imagine bien, un ensemble de ressorts officiels et officieux que les acteurs de la sécurité nationale peuvent davantage mettre en œuvre de manière à ne pas communiquer l'ensemble des dispositifs stratégiques qui visent davantage à lutter contre l'insécurité. En fait, il s'agit là des éléments, à mon sens, qui visent davantage à opérer une fouille systématique. Est-ce que ça va donc régler le problème?
Moi, je pense qu'à ce niveau, il ne s'agit pas de créer des communiqués avec des effets d'annonce, de manière que les différentes populations locales aient peur par rapport à ce qui pourra arrêter par rapport au flou systématique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de mobiliser un ensemble qui est une certaine coproduction de la sécurité. Quand je parle de coproduction de la sécurité, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un mécanisme ambiant qui consiste davantage à faire participer l'ensemble des... Voilà, on va revenir à Serge Mébiko et Georges Bourret. Je vais vous poser la même question. Tout est parti de 2 explosions. À la fin du message porté du délégué régional à la Sûreté nationale du centre, il dit « En vue de rechercher des armes à feu, des armes blanches, la drogue », ça veut dire qu'ils ont l'information qu'il y a des armes à feu, des armes blanches dans la capitale. Bien, moi je pense que lorsqu'on arrive à ce niveau du communiqué, on a le droit de se poser 2 questions. La première question, c'est nous partons des explosifs. Oui. Des explosions. Dans ce communiqué, on ne se tue pas, on nous donne juste des quartiers. On ne se tue, comme a dit mon copanéliste Kaminele tout à l'heure, on ne se tue c'est-à-dire le contexte, on ne met rien du tout à l'intérieur, il est creux. La deuxième chose, c'est que dans le communiqué, on quitte des explosifs, on descend dans les armes à feu, la drogue, et également les armes blanches. Et je pense que dans ce communiqué, on est beaucoup plus en train de causer la psychose. On est beaucoup plus en train de créer un mouvement de panique dans la ville. Et en même temps, je pense que cette panique émane également de ces forces de l'ordre qui ne sont pas visiblement prêts ou qui n'ont pas été prêts. Parce que quand mon compagnon dit qu'il y a une réunion qui s'est tenue et où, au niveau du haut commandement, je pense qu'au sorti de là, à un moment donné, il y a des stratégies qui sont mises en place. Et à partir de ce moment, lorsqu'on arrive et quand on voit ce communiqué, on se rend compte qu'il y a une adéquation entre cette réunion et justement ce communiqué. Aujourd'hui, on va fouiller tout le monde. Mais imaginez-vous un seul instant, moi je prends un cas simple. Une maman, une dame qui quitte par exemple de chez elle parce que voilà, elle doit aller aiguiser, elle doit faire son marché, elle doit faire sa cuisine. Elle va au niveau des Manas ou au niveau des Mélènes, encore que ce sont des quartiers assez populaires. Ça, il faut, comme l'a souligné le rédacteur en chef de Radio Timiniciantou, qui va aller chez le gars du coin faire aiguiser son couteau, va se faire contrôler et subitement va se faire arrêter et va se retrouver dans un commissariat sous prétexte que justement elle détient entre ses mains une arme blanche. Et vous voyez un peu ce que ça peut causer comme problème. Moi je pense qu'à un moment donné, dans ce communiqué, on aurait dû circonscrire la situation. Il y a eu explosion. Et de ces explosions, on recherche soit les commanditaires, soit alors on recherche également... Pardon? Les auteurs. Les auteurs. Moi, je pense que ce communiqué aurait été, je ne vais pas dire sérieux parce que c'est des hommes assez importants. C'est quand même tout un délégué régional qui a pris ce communiqué. Moi, je pense que ça aurait encore été crédible. Mais à partir du moment où on nous fait comprendre que la drogue... Mais qui ne sait pas qu'à Yaoundé, il y a la drogue? Non, mais sérieusement, lorsque vous êtes à Mélène, lorsque vous prenez au taxi, vous avez à Mini-Faire Mélène, vous arrivez au marché Mélène. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. Lorsque vous avez à Mini-Faire Mélène, vous arrivez au marché à Mélène, ou vous arrivez à Emanan Amphis. Mais, pardon? Ou en Bondongo. Mais qui, à un moment donné, qui ne sait pas qu'à un moment donné, traficote toutes sortes de cannabis et des drogues assez dures dans ce secteur. On le sait depuis. Mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est quand il y a l'explosion qu'on fait allusion à cette situation? Qui ne sait pas que dans ces quartiers sont logés des gangs? Qui ne sait pas que dans ces quartiers sont logés des repris de justice? Pourquoi c'est maintenant qu'on fait allusion à cela? Moi, je pense qu'à un moment donné, une police qui fait son travail de manière normale et une police qui est en alerte, à un moment donné, c'est un sujet ne devait pas se retrouver dans ce communiqué. On serait resté focalisé sur les explosions et la recherche des commanditaires. Voilà, Kaminele, pourquoi c'est à la suite de l'explosion qu'on commence à chercher les armes à feu? Bon, ma question reste, est-ce qu'il y a des informations qui nous échappent, nous autres civils? Peut-être que ce sont des informations qui sont parvenues au niveau des hauts commandements, et de la police et de la gendarmerie et de l'armée. Mais toujours est-il qu'on ne peut ne pas s'empêcher
de se poser des questions. Ce que le délégué régional de la Sûreté nationale du côté du centre est en train de vouloir faire, on ne l'a jamais vu au Cameroun depuis longtemps. Même à Bamenda, on ne fouille pas les sacs à main, on ne fouille pas les taxis. Donc moi je pense que, est-ce qu'on est en train de vouloir mettre une sorte d'état d'urgence? Est-ce qu'on est en train de vouloir créer au niveau du haut commandement une sorte de peur panique ou bien de psychose qui va faire croire que Yaoundé va bientôt être la cible des terroristes? On peut bien se poser la question. Mais le plus important, c'est cette multiplication de mesures aussi bien brutale que difficile à maîtriser. Parce que si vous sortez, chaque fois que vous sortez de chez vous, vous courez le risque d'être fouillé. On n'a jamais vu ça à Douala, on n'a jamais vu ça à Yaoundé. Imaginez une ville comme Yaoundé, la capitale politique et administrative de ce pays, des gens qui se font descendre des taxis. Parce que imaginez aussi maintenant les taxis et les véhicules qui vont s'arrêter partout, qui vont être arrêtés partout. Et le communiqué prescrit même que même les véhicules administratifs vont être fouillés. Ça veut dire que... fouilles au corps. Et la fouille au corps, on va se retrouver dans quelle situation? Je ne sais pas s'il existe encore des États en Afrique où on utilise des procédés de ce genre. C'est une stratégie assez curieuse, assez fumeuse, excusez-moi de la qualifier, mais moi je pense qu'elle va faire beaucoup plus de mal que de ramener la sécurité et la sérénité. Parce que les gens vont avoir peur davantage et les gens vont se demander, mais de quoi demain sera-t-il fait? Kamine, le délégué régional, dit que sans tracasserie. Mais comment, il précise sans tracasserie. Mais comment peut-on fouiller les gens au corps sans les tracasser? Comment peut-on demander à une dame de descendre et qu'on se met à lui palper tout le corps? Comment peut-on demander à une dame d'ouvrir son sac à main et pour regarder ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que la sécurité a un prix? Pardon? C'est pour les besoins de sécurité, non? Mais quand c'est généralisé dans toute une ville et dans toute une région... C'est pour la sécurité de la population de Yaoundé? Non, c'est une sécurité qui est exacerbée. C'est une sécurité qui est contre-productive et qui nous ramène tout simplement dans la situation d'un État qui lui-même n'est plus administré. Parce que quand, jusqu'aujourd'hui, Yaoundé est une ville, comme toutes les villes du Cameroun, est une ville qui est normalement encadré par les services de sécurité. Vous avez vu, par exemple, il y a 2 jours, comment le colonel Bikele, commandant de la Légion de gendarmerie, a démantelé tout un gars avec plus de 500 kilos de cannabis. Et 548 kilos. Vous pensez qu'il a eu besoin d'aller fouiller? Les services de renseignement ont travaillé, la police a travaillé, et même quelque chose de rare. On a même vu un gendarme à qui on a proposé 1 million de francs qui a refusé, et qui est venu, les 1 million ont été ajoutés à la cargaison de drogue. Or, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de fouiller systématiquement et les voitures, et les sacs des femmes, et les sacs des écoliers pour obtenir une sécurité. C'est vrai que les problèmes de l'insécurité urbaine sont de plus en plus croissants au Cameroun, bien entendu, à cause de l'exode, à cause même d'une multiplication de la population, c'est tout à fait prévisible. Les sociologues et les responsables de la sécurité le savent très bien. Mais de là à mettre toute une région ou pas toute une région au garde à vous et toute une région de mettre ces gens-là dans une posture d'être fouillés à tout moment, on n'a jamais vu ça. Voilà, on va repartir à Yaoundé. Serge Mebikoy, vous êtes sociologue. Est-ce que la population, il y a la psychose, est-ce que la psychose a gagné les esprits là-bas à Yaoundé? On ne peut pas confirmer le fait qu'il y a une certaine psychose qui est à Yaoundé, parce que tout dépend de l'enquête exhaustive que l'on peut mener dans l'ensemble des quartiers populaires, moyens et résidentiels pour constater ce phénomène-là. Mais ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a au moins quelques actions de frayeur lorsque vous présentez devant notamment certains stationnements publics. Parce qu'il est question aujourd'hui, lorsque nous allons par exemple cette fin de matinée au palais des congrès de Yaoundé, tous les sacs étaient interdits. On a interdit. Ça montre là qu'il y a une certaine vigilance, une méfiance, une prudence qui est davantage constatée à l'entrée des établissements publics, parapublics, bien devant d'autres entrées. Et là, moi je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a un problème de forme que l'on peut davantage noter. Parce qu'en réalité, en même temps
on peut créer des mécanismes de résorber ou bien d'endiguer un ensemble de passions. Il y a l'insécurité ambiante, urbaine. En même temps, les acteurs de l'économie criminelle peuvent justement déployer d'autres mécanismes de contournement de la norme, la dynamique stratégique entre l'acteur et le système. Parce que les acteurs ont la capacité de contrôler les voyages, de ne pas focaliser l'attention sur les réseaux de lutte contre l'insécurité qui sont situés au niveau des appareils répressifs de l'État. Il s'agit aujourd'hui de faire émerger un phénomène que l'on appelle aujourd'hui, dans la logique de la lutte contre l'insécurité, le phénomène de la coproduction de la sécurité. Il s'agit de quoi? Il s'agit en effet d'un mécanisme qui vise à faire participer l'ensemble des maillons de la chaîne sociale. Il s'agit des populations locales, il s'agit des policiers, il s'agit des gendarmes, il s'agit de l'ensemble des acteurs qui entrent dans la dynamique de lutte contre l'insécurité ambiante. C'est cette coproduction de la sécurité beaucoup plus d'incidences positives entre les populations qui sont en aval et les policiers et les gendarmes qui sont en amont. Ça permet qu'il y ait aujourd'hui un ensemble d'informations que l'on peut davantage faire parvenir à l'ensemble des agents répressifs de l'État de manière à pouvoir savoir que dans tel quartier, il y a tel danger qui est survenu. C'est ça qui peut davantage permettre, qui vise davantage à restaurer la sécurité. Mais je pense également que lorsque l'on observe également ce phénomène-là, il s'agit aujourd'hui de pouvoir davantage mettre en vitrine un ensemble d'éléments que l'on peut davantage expliquer, parce qu'aujourd'hui, on peut davantage estimer qu'il y a un phénomène de présence à temps et à contre-temps d'un ensemble de réseaux de l'économie criminelle, notamment dans l'ensemble des quartiers populaires. Mais maintenant, est-ce que les agents répressifs de l'État ont un ensemble de moyens et de dispositifs leur permettant davantage de traquer jusqu'au délai du transhumant ces différents acteurs-là? Et c'est là où les différents problèmes qui peuvent se poser. Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver également que les populations ont, par exemple, peur des représailles. Parce qu'en allant dénoncer tel camp de criminels ou bien tel réseau de criminels, si jamais vous êtes de façon globale, je pense qu'il faut aborder le phénomène de l'insécurité urbaine aujourd'hui en mettant en corrélation les différents facteurs qui nous permettent davantage de constater, les dynamiques urbaines ou bien les mobilités que l'on peut constater avec le phénomène de l'effectif de la population qui est croissant au fur et à mesure que les années se développent. Il faut également mettre en corrélation le phénomène de l'absence des patrouilles de sécurité que l'on peut noter dans certains quartiers, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas des patrouilles de sécurité, notamment les patrouilles de police, dans l'ensemble des différents quartiers où l'on peut traiter le problème. Il faut également aujourd'hui, je le relevais à l'entente de cette émission, le phénomène de l'éclairage dans l'ensemble des quartiers. Vous allez trouver aujourd'hui des quartiers populaires où il n'y a pas d'éclairage, et ce sont des phénomènes qui sont susceptibles de créer une certaine porosité à l'insécurité qui peut se dérouler aussi bien dans les bars dancing, les habitats, de même que dans d'autres lieux. Donc je pense que le phénomène de l'insécurité ne devrait pas être abordé aujourd'hui en se focalisant notamment sur des communiqués qui, à mon sens, ne relèvent que de l'aspect spontané ou bien de l'aspect anecdotique d'un phénomène qui est beaucoup plus global en intégrant l'ensemble des invariants politiques, économiques et qui rentrent justement dans le jeu de l'influence criminelle. Voilà, justement, Georges Borel, nous sommes tous d'accord qu'il y a la psychose, mais il y a quelque chose, c'est au nom de la sécurité des populations. Est-ce qu'on devrait encore mettre en avant la psychose? Bien. Les forces de maintien de l'ordre sont là pour sécuriser les populations, les hommes, les personnes et leurs biens. Bien, les méthodes peuvent, mais in fine, il y a la sécurité des populations. Généralement, on dit que pour qu'une population soit en sécurité, il faut qu'elle soit rassurée. Voilà. Et pour qu'elle soit rassurée, on nous a appris que la présence du soldat
Si je prends comme ça, c'est le commencement de la sagesse. De la sagesse. Et donc, par conséquent, lorsqu'on se rend compte, en parcourant ce communiqué, que le soldat lui-même, il est dit en panique. Vous pensez qu'en ce moment, nous pensons être sécurisés? À quel niveau vous sentez qu'il y a... Je vous prends un exemple. Dans ce message. Mais dans ce message, je vous prends... Lorsqu'on demande à ce que les fouilles soient faites, à ce que des rafles soient menées dans ces quartiers, et puis, je dirais en même temps, que des fouilles au corps soient menées, je pense que nous tous, nous prenons la route Yaoundé-Douala. Et qu'au niveau de Nomayos, si je prononce bien le nom, il y a un contrôle qui est fait. Tout le monde doit descendre. Voilà. Vous attendez à faire une fouille au corps là-bas? Mais pourtant, vous êtes contrôlés. Les voitures sont contrôlées. Donc, à partir de ce moment où on rentre dans la ville et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, comme disait mon copanéliste Kaminele, mais vous vous rendez compte que vous pouvez carrément être en train de prendre de l'air, marcher, faire votre jogging, aller au travail et vous faire palper par un policier qui viendra commencer à vous faire des fouilles au corps. Et là, nous venons d'écouter tout à l'heure notre qui dit qu'aujourd'hui, dans toutes les institutions à Yaoundé, il y a eu des fouilles non seulement de tous les sacs et des retenues de ces sacs, mais également, il y a eu des fouilles au corps. À partir de ce moment, est-ce que vous pensez que nous sommes encore en sécurité? Je pense qu'aujourd'hui, en l'an 2000, et avec tout ce que nous disposons comme stratégie, il y a aujourd'hui suffisamment de logistique qui peuvent être mises à la disposition de la police. Et je pense qu'ils ont même cette logistique. Mon copanéliste, qui est un journaliste d'investigation, peut-être reviendra là-dessus, qui permettent à ce qu'on puisse, à partir de 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres de distance, savoir qu'aujourd'hui, Saint-Jean-Autour, en lui, il y a telle ou telle chose qui peut être dangereuse. Donc, pas forcément aller commencer à le palper depuis les pieds jusqu'à la tête. Et nous savons, lorsqu'on prend l'exemple, je vais prendre un peu l'exemple de la France, on voit tous les dégâts que les fouilles au corps ont pu causer au niveau de la police et des populations en France, au point où le politique a été obligé, à un moment donné, de surseoir à cette technique. Aujourd'hui, on vient nous demander, on vient nous informer que cette fouille va se faire. Et on dit sans... Georges Borel, vous avez un problème avec fouille corporelle? Est-ce qu'on vous a déjà fait une fouille corporelle? Est-ce que vous pensez sincèrement que lorsque vous sortez de votre maison, le matin, quand vous êtes habillé pour venir à Equinox, et qu'au sorti au niveau de là où vous pouvez prendre le tasseau, emprunter votre voiture, un policier se pointe devant vous et commence à vous faire des attouchements depuis votre chaussure jusqu'au niveau de vos cheveux? Vous pensez sincèrement que c'est plaisant? Moi, je ne le pense pas. Et donc, par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses. Et en plus, on ajoute dans le communiqué sans tracasserie. Mais dites-moi un peu, quelle est la fouille au corps qu'on peut faire sans tracasserie? Lorsque vous avez une mission, lorsque vous êtes en train de vaquer à vos occupations, nous avons des personnes, comme on dit, que ce soit le secteur informel, que ce soit même dans le secteur économique, puisqu'on va contrôler désormais tous les véhicules et tout le monde, on vous arrête, vous avez un rendez-vous, il faut descendre et on commence à vous palper partout, et avec toutes les chances qu'on arrive même des fois dans les parties où je ne vais pas citer les noms, juste parce que justement il y a eu des explosions. Non, moi je pense à un moment donné que aujourd'hui notre police est suffisamment formée et elle est outillée, parce que le Cameroun a une très bonne une police assez formée et assez outillée pour pouvoir mettre en place des mécanismes de contrôle et de sécurisation de la population tout en la rassurant. Et ça, c'est très important. Voilà, on va je voulais terminer, rapidement. Je voulais terminer, Serge Alain Autour, pour vous dire que je note l'acrobatique obstination de Serge Bikoy, qui tient à nous faire croire par tous les moyens que cette mesure est une bonne mesure. Non, moi je pense qu'il ne faudrait pas ramener le Cameroun dans une situation uniquement comparable aux années 60, quand il y avait le maquis ici, qu'on fouillait tout le monde. On sait très bien que même jusqu'à l'orée des années 90, il y a eu souvent des rafles qu'on a opérées dans les quartiers. Mais seulement, ces rafles ont été opérées, notamment dans les quartiers populeux, où on savait très bien, on avait des informations sûres, selon lesquelles non seulement
seulement des individus suspects habités là-dedans, mais des trafics suspects. Mais on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'en pleine ville de Yaoundé, on descend, c'est-à-dire une personne peut se faire fouiller 10 fois dans la même journée parce que vous passez ici, vous allez trouver une patrouille, vous passez par là, vous allez trouver une patrouille. Même la Guinée de Sékou Touré n'a pas connu cela. Moi, je pense que renforcer la sécurité, oui. Renforcer la prévention, oui. Mettre même des rafles de temps en temps en application, surtout quand on a de bonnes informations, de bons renseignements. Mais mettre toute la ville sous coupe réglée avec la fouille systématique de tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire que plusieurs fois par jour et partout où vous allez. Moi, je pense que le Cameroun va alors se mériter cette appellation d'État policier que certains opposants ou certaines personnes qui ne sont pas très en phase avec le gouvernement, ce qualificatif qu'on colle au Cameroun, qui n'est pas un État policier, mais à ce moment-là, il va vraiment porter les galons d'un État policier. Et moi, je ne pense pas que ce sera pour le bien des populations, ce sera même pour le bien de la réputation. Et puis même, si on met en marche une telle stratégie, elle va durer pendant combien de temps ? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Vous pensez que pendant 1 an, les gens vont se faire contrôler 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois par jour ? Non, moi je pense que c'est une mesure qui a été conçue par quelqu'un par quelqu'un qui tient certainement à ce que des moyens soient déployés pour que la police se déploie, mais seulement il n'y a pas que la police. Et la gendarmerie, pourquoi est-ce qu'on ne l'associe pas ? Et l'armée, pourquoi est-ce qu'on ne l'associe pas ? Donc moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez difficilement définissable qui se retrouve derrière ce communiqué et derrière cette démarche de contrôle systématique de toutes les populations. Voilà, on va repartir à Yaoundé. Armanta est là, il nous attend déjà. Bonsoir Armand, bienvenue. Voilà, il n'est pas là, il n'est pas avec nous, Armand. Voilà, Georges Borrell, cette situation, on est d'accord, comme j'ai dit, la psychose est là, mais le communiqué est clair, hein? Capot, boîte à gants, sac à dos, malaria, dessous des sièges, recherche armes à feu. Je pose encore la question pour la seconde fois. Est-ce qu'il y a une présence d'armes à feu à Yaoundé? Je pense que au vu du communiqué du délégué régional, il doit avoir bien une présence des armes à feu qui circulent dans la ville de Yaoundé. Oui. Et même, il serait même utopique pour nous de penser que dans des grandes villes comme Yaoundé ou Douala, précisément, nous sommes dans cette Yaoundé, qu'il n'y ait pas des armes à feu qui circulent. Et par rapport au timing, pourquoi seulement maintenant? C'est la question que nous sommes tous amenés à nous poser. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette formulation n'a pas été prise en amont, afin que nous ne puissions pas vivre ce que nous avons vécu à Yaoundé hier par ces explosions, et également par la suite ce communiqué. Je pense à un moment donné que si les dispositions avaient été prises par la police, par le délégué régional, à un moment donné, ce type de situation ne serait pas posé. Encore bien que même si ce serait posé, on aurait pu les contenir de manière logique. Aujourd'hui, on demande de fouiller même les sièges, les dessous des sièges. Ça veut dire qu'à un moment donné, je pense qu'au niveau du haut commandement, il y a sûrement des informations comme quoi, justement, des armes sont en circulation dans la ville de Yaoundé, ce qui n'est pas acceptable, parce que nous parlons quand même de la capitale politique d'un pays au siège. Le siège des institutions. Donc, à partir de ce moment où ce type d'information peut circuler, vous comprenez aisément que peut être justement l'inquiétude. Moi, je comprends l'inquiétude de mon copanéliste qui, justement, n'a que des questionnements et il n'arrive pas à très bien comprendre parce que c'est quelque chose qui, quand même, ça relève quand même un peu de l'absurde. Qu'on se retrouve aujourd'hui, en juin 2020, en train d'avoir un communiqué pour nous dire il pourrait y avoir des armes à feu. Donc aujourd'hui, on va fouiller tout le monde. On va passer sur tout le monde et pendant un temps qui n'est pas défini. Et maintenant, je suis amené à me poser moi également une question. Yaoundé, nous entendons dire, selon le dernier recensement, près de 4 millions d'habitants. Je ne sais pas si Yaoundé a 10 000 policiers. Je ne suis pas sûr.
Ça, je ne parlerai pas là-dessus. Vous pensez la police ne va pas s'arrêter, toute la police ne sera pas dans la rue. Il y a d'autres problèmes. Il faut des gens dans les commissariats. Et c'est pour ça que à la suite de ce communiqué, c'est pour ça que j'ai me poser cette question. Mais il faut des gens à la délégation générale pour travailler. La faisabilité du communiqué du délégué régional, cette faisabilité, elle est faite à quoi? Les hommes, a-t-il suffisamment des hommes? A-t-il suffisamment de logistique automobile et autres pour ça? Sachant que depuis des années, on réclame pour les grandes villes camerounaises, nous, au niveau de l'opposition, à un moment donné, nous avons réclamé la police de proximité qui, jusqu'à présent, a du mal à se mettre en place parce que, nous dit-on, il n'y a pas suffisamment de moyens, l'État camerounais n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir supporter, justement, l'installation des postes de police de proximité. Bon, à partir de ce moment, aujourd'hui, s'il faut fouiller, je pense qu'il faut fouiller un quartier comme Emana. Emana commence à étudier, finit en Messassi, en longueur et en largeur. Et même sur les routes, on ne peut même pas savoir qui est même habitant d'Emana, qui n'est pas habitant d'Emana. Pire, si on arrive au niveau des Mélènes, mais sérieusement, vous pensez à un moment donné que cette partie-là, elle est faisable? Quels sont les hommes qu'on va mobiliser? On va les prendre où? On va prendre des hommes de Douala, de Bamenda et autres pour les ramener à Yaoundé pour ce travail? Non, moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit raisonnable dans certaines choses et que on peut se passer d'un certain type de communiqué. Comme a dit mon compagnon Nélé tout à l'heure, la police doit pouvoir faire son travail avec la logistique moderne qui s'impose afin de pouvoir qu'on ne vive plus ce type d'explosion. Et Kabinele, vous qui êtes journaliste d'investigation, lorsqu'on lit ce message du délégué régional, ça veut dire que le haut commande, la haute hiérarchie, la police a des informations selon lesquelles il y a des armes à feu qui circulent à Yaoundé. C'est ça? Mais si elle a des informations, c'est tout à fait normal. C'est son boulot d'avoir des informations. C'est son boulot d'avoir des renseignements et de pouvoir traquer le danger d'où il vient. Mais seulement, ce n'est pas son boulot de plonger les gens, non seulement dans une sorte d'expectative permanente, mais surtout de psychose. Moi, je pense que, normalement, ce message porté va faire beaucoup plus de mal à l'intérieur de la police que de bien au niveau des populations. Et c'est pour cela que je dis que cette initiative, vous allez voir ce qu'elle va avoir comme répercussion. Mais nous aimerions bien voir si c'est seulement à Yaoundé qu'on recherche des armes. Vous pensez que Douala, qui est 3 fois plus grand que Yaoundé, il n'y a pas des armes à Douala? S'il faut refaire la même chose à Douala, nous allons nous retrouver avec un pays où tout le monde est fouillé tous les jours et systématiquement. Non, ce n'est matériellement pas faisable. Et moi, je pense que techniquement, c'est contre-productif et ça va tout simplement créer une sorte de psychose permanente et surtout, ça ne va pas forcément redorer l'image du Cameroun à l'extérieur. Voilà, on va donc surtout s'arrêter sur... il insiste, pas de tracasserie. Il insiste. Je ne sais pas ce qu'il entend par pas de tracasserie, mais bon. J'aimerais que on dit que ça peut se faire dans des conditions... humainement acceptable. Monsieur, acceptez qu'on vous palpe, acceptez madame, qu'on vous soulève la jupe et qu'on touche votre pantalon. Madame, tournez-vous. Alors il se met à palper et les fesses et les seins et le ventre. Attendez, on va se retrouver dans quelle situation? Vous pensez que ce n'est pas des tracasseries, ça? Si on vous dit, madame, donnez votre sac à main, monsieur, ouvrez votre capot, sortez, et qu'on regarde le dessous de votre siège. Ce n'est pas des tracasseries, ça? Moi, je pense que c'est vraiment une mesure qui est trop grosse. Elle est trop grosse. Voilà. Dans un instant, le 20h de Cédric Noufelé, il est déjà là. Cédric, bonsoir. Au menu ce soir, bonsoir. Bienvenue d'abord au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, c'est une enquête exclusive sur un fléau encore tabou qui bouleverse de nombreuses familles. Il s'agit du viol d'un mineur pendant près de 5 ans. Elle dit avoir subi des abus sexuels de la part de son propre père. Comment en est-on arrivé là? Quelles en sont les conséquences et le récit de ce cauchemar vécu par une jeune fille? Vous l'écouterez dans le journal de 20h et également l'enquête d'Equinox permet d'en savoir un peu plus sur le profil psychologique du mis en cause. Nous évoquerons ce soir cette cette importance des faux médicaments au moment où le Cameroun fait face à la pandémie du Covid-19, du tramadol et la fausse chloroquine ont été saisis à l'extrême nord du Cameroun par la douane. On fait le point dans le journal de 20h. Serge Alain,
Nous évoquerons également l'un des échecs cuisants du plan triennal d'urgence. Il s'agit du projet d'aménagement routier de la route Hawaï-SE-SOA. Vous le savez, cela fait 4 ans que ce projet a été lancé. Nous sommes à un taux de réalisation de seulement 21%. L'entreprise prestataire a vu son contrat être résilié. D'autres entrepreneurs sont sur le terrain. On fera le point sur les attentes des populations, les difficultés qu'elles rencontrent sur ce projet routier qui tarde à être concrétisé. Nous évoquerons également le dispositif de Covid-19 à l'arrière-pays du Cameroun, notamment à la frontière entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon, c'est à Kiousi. Comment les populations vivent-elles dans ces moments de crise sanitaire? Élément de réponse dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, ce sera la suite et qu'il en soit le débrief du journal. Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, messieurs, nous sommes toujours en compagnie de Borel, Georges Borel du PURS, et en face de lui, Camille Nélé, journaliste d'investigation. On va commencer par Camerco, je sais que ça veut moi dire, 371 employés mis en chômage technique, la direction générale met surtout en avant pour cette fois-ci, Covid-19. Covid-19, non, mais écoutez, c'est une blague ou quoi? La Camerco est à l'agonie depuis très très longtemps. On sait très bien que la Camerco constitue un véritable tonneau de Danaïde pour l'État du Cameroun, qui n'a fait que faire des subventions sur subventions, mais la dette sociale de Camerco plafonne à plusieurs... 113 milliards. 113 milliards de francs, c'est impossible. Or, les différents directeurs, des top management qui sont succédés à la Camerco connaissent la réalité du problème, et surtout le problème de base, le problème de fond. C'est quoi? C'est la flotte. Camerco possède aujourd'hui en tout et pour tout 2 avions chinois de 75 places chacun. Bon, tous les autres avions qui étaient là, c'était des avions qui n'étaient que loués. On ne peut pas se posséder 2 avions chinois de 75 places ne peuvent pas payer des centaines de personnes. Et vous savez très bien que dans une compagnie aérienne, le ratio de personnel par rapport à l'avion... dépend de la flotte. Alors, maintenant, si vous avez une flotte qui est pratiquement inexistante, vous attendez à quoi? Il ne faudrait pas que les gens soient maintenus à l'intérieur de la Camerco, et alors que la Camerco ne peut pas produire suffisamment de fonds pour les payer. Donc, c'est une situation tout simplement absurde. Et absurde. Il fallait bien qu'on en arrive là. Moi, je me souviens qu'il y a encore quelques mois, le directeur général demandait encore une autre subvention. Mais cette subvention n'allait même pas absorber un dixième de sa dette. Et vous pensez donc que cet argent allait faire quoi? On allait donner ces centaines de millions, on allait payer les dettes, et on allait se retrouver, toutes les choses allaient se retrouver comme en l'an 40. Donc, c'est une situation assez absurde. Et moi, je pense qu'il est préférable d'arrêter, non seulement de mettre ces gens en congé technique, mais tout simplement de mettre la clé sur le paillasson. Et maintenant, de commencer à mettre la clé sur le paillasson? Oui, carrément. Non, cette société n'est plus viable. On ne peut pas continuer comme cela. Ce n'est pas... moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que, moi, maintenant, c'est une question de fierté nationale, c'est une question de souveraineté. Non, Camerco n'est pas rentable, n'est plus rentable depuis très très longtemps. Si on veut une compagnie aérienne, il faut faire tabula rasa, acheter des avions, construire une flotte, comme on trouve une flotte au Gabon, en Guinée équatoriale ou au Kenya. Mais on ne peut pas continuer à fonctionner avec des artefacts et des ersatz. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, quand moi j'entends les syndicats de Camerco commencer à arriver dans les brancards, ils savent très bien que cette société ne peut plus fonctionner et ne peut pas marcher. C'est vrai qu'il est question de leur emploi, mais cet emploi, puisque le matériel du travail lui-même n'existe pas, vous allez faire quoi? Voilà, 9 ans, le premier vol c'était en mars 2011, Camerco. Nous sommes en 2020, 9 ans, 7 directeurs généraux, je crois bien, si je me trompe. 7 directeurs généraux, c'est ça le problème? Problème de management? Ou bien il faut mettre la clé sur le paillasson, comme dit Camille Nélé, et repartir à zéro? Je ne pense pas que c'est un problème de management. C'est tout simplement que lorsque vous accouchez un enfant mongol,
il ne peut pas, quel que soit tout ce que vous faites, devenir un enfant normal, il restera un mongol. Donc, passez-moi le thème. Le problème de Cameco, c'est à la base. Le problème de Cameco, c'est que c'est une entreprise qui est mode-née dès sa création. Et aujourd'hui, j'entends certaines personnes, comme a dit mon copanéliste, parler de fierté nationale. Je ne sais pas s'il y a une fierté à voir ce type de compagnie. Je ne sais pas s'il y a une fierté à voir ce type d'avion déjà d'ailleurs. Encore que ces avions nous ont coûté 35 milliards. Quand dans un pays voisin, ces avions n'ont coûté que 5 milliards. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, je suis toujours mal à l'aise lorsqu'on me demande de parler de Cameco parce que ça donne vraiment envie de pleurer. C'est même une tragédie et je pense que ceux qui ont induit le président de la République dans cette erreur devrait normalement aujourd'hui séjourner dans nos différentes prisons parce que c'est pire qu'une trahison. Vous avez aujourd'hui une compagnie qui, je ne sais pas si on doit payer sa compagnie, qui n'a rien de compagnie en dehors de son immeuble siège, déjà qu'il a eu du mal à occuper. Parce qu'au départ, allant louer les bureaux à quoi aujourd'hui, on a des syndicats les syndicats qui nous disent mettre 351 personnes au chômage, c'est pas normal. 71 personnes, c'est pas normal. Et encore que le président du syndicat même nous informe en nous faisant comprendre que le top management a carrément utilisé l'argent des frais d'entretien pour justement acheter les avions chinois et gérer les affaires courantes. Mais franchement, j'en perds même mon latin. C'est d'une tristesse énorme. Et donc, par conséquent, je suis d'accord avec lui quand il dit aujourd'hui il faut fermer cette histoire. Il faut fermer cette histoire. Il faut quand même mettre de côté. Si jamais on a vraiment envie d'avoir une fierté nationale comme Ethiopian Airlines ou comme les autres, comme Kenya Airways, il faut donc repenser Cameco et aller sur de nouvelles bases, mais pas dans cette espèce de boom. Mais Camer est mort, on a repensé une nouvelle compagnie, on a dit que bon voilà, il y a Camerco. Mais qu'on repense encore? Qui a pensé? Cette histoire, c'est-à-dire on l'a mis en place avant de penser. Sérieusement, vous dites que si des hommes normaux comme vous et moi, c'était assez pour penser, avec tout ce que nous avons appris par rapport à ce que Bouygues a pu donner comme business plan et autres, toute autre chose. Vous pensez normalement qu'on arriverait à cette imposture, parce que ça c'est une imposture aujourd'hui. Vous pensez normalement que si des hommes s'étaient assis, ils avaient pensé, on serait allé prendre 2 avions à hélice à 35 milliards, où on nous a même fait un cadeau. C'est la première fois où j'apprends que vous achetez un avion, 2 avions, et on fait cadeau de l'autre. C'est-à-dire, ça, j'ai jamais vu dans aucun pays au monde. Sauf au Cameroun. Sauf au Cameroun. Et cette personne qui l'a déclaré, le mec, il est paisible et il se la coule douce, sincèrement, alors qu'aujourd'hui, il devait avoir sa chambre quelque part à Konengi. Parce que c'est des choses qui sont immondes. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait un cadeau? Tout simplement parce que... On vous fait un cadeau, on vous envoie en prison? On a déjà vu ça où? On a déjà vu ça où? Vous pouvez me dire quel est l'avion, quelle est la compagnie, quel est le constructeur, que ce soit Bombardier, que ce soit Airbus ou Boeing, qui ferait un cadeau. Je ne suis même pas sûr que les compagnies telles, je prends les compagnies 5 étoiles, comme China Airways, comme comment on appelle, Emirates, France, on leur a fait déjà, ne serait-ce que le cadeau même d'un jet privé, après qu'ils aient acheté un avion de ligne. Donc, à partir de ce moment, je pense que nous sommes franchement dans une imposture. Ce que nous vivons là, c'est plutôt la tristesse des Camerounais. Nous avons dit englouti des milliards qui auront pu construire des routes, des écoles, qui auront pu construire des hôpitaux. Aujourd'hui, on nous parle encore qu'il y a une dette qu'on doit épurer de 115 milliards, qu'on doit encore 113 milliards qu'il faut encore débourser. Et vous nous parlez qu'on nous parle de maintenir cette compagnie, mais c'est pire que la rigolade. À un moment donné, c'est même de l'enfantillage.
Serge Bikoy, vous qui êtes à Yaoundé, Serge Bikoy, il y a ces débats. Est-ce qu'il faut fermer définitivement Camerco? Bien, pour répondre de façon péremptoire, c'est la logique à laquelle nous autres nous souscrivons, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'après le renouvellement à la tête de la Camerco, depuis plusieurs années, d'un ensemble de personnels humains, on se rend davantage compte que les problèmes n'ont pas été systématiquement réglés. Finalement, lorsqu'on se rend compte qu'on a changé 3, 4, 5, 6 managers à la tête d'une compagnie aérienne nationale et que les mêmes problèmes demeurent, ça montre véritablement qu'il y a un guise rouge et qu'en réalité, il n'y a plus un souffle justement à impulser à cette compagnie aérienne nationale-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème systémique qu'il faut davantage relever par rapport au problème Camerco, parce qu'aujourd'hui, si l'on arrive davantage à constater qu'il faut davantage éponger un ensemble de ressources pécuniaires colossales pour justement lutter contre un ensemble de dysfonctionnements qui règnent dans cette entreprise-là, ça pose un problème de fond. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à parler des problèmes de management ou bien des problèmes de dysfonctionnement à la Camerco. C'est un problème qui date de plusieurs années. Je me souviens, à l'époque, nous faisons les premiers plateaux sur l'Équinoxe Télévision. Depuis 2014, il y avait toujours ce problème-là qui avait été évoqué. Donc aujourd'hui, pour être péremptoire justement à cette logique-là, il faut définitivement fermer Camerco, parce qu'en réalité, on se rend compte que plusieurs années se sont écoulées sans que l'on puisse résoudre un ensemble de problèmes qui sont aujourd'hui légion et qui sont d'ailleurs les mêmes, que ce soit des problèmes en termes de management, que ce soit des problèmes en termes techniques, que ce soit des problèmes selon l'appareillage systémique. Il s'agit aujourd'hui de redémarrer sur d'autres chapeaux de route de manière à pouvoir dans quelle mesure on peut justement créer d'autres mécanismes d'action dans la dynamique de la création peut-être d'une nouvelle compagnie ou alors pour d'autres ensembles d'actions dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, si l'on n'arrive pas davantage à éponger la dette de 113 milliards de francs CFA, toute chose qui est aujourd'hui, qui représente aujourd'hui une masse financière qui est prépondérante, moi je pense qu'en réalité, il va falloir mener d'autres réflexions dans le sens de voir dans quelle mesure on peut reconstruire et redéfinir d'autres approches en matière de technique aérienne ou bien en matière d'autres approches qui permettront davantage de ne plus avoir peut-être face à Camerco, mais peut-être à d'autres initiatives qui pourront davantage permettre davantage de redécoller avec un nouveau souffle. Serge Bikoy pour sortir avec vous. On va faire simple. Vous nous dites aujourd'hui que le Cameroun peut se passer d'une compagnie aérienne d'autres mécanismes de fonctionnement par rapport à cette compagnie-là. Moi, je pense aujourd'hui qu'il est question davantage de mettre de nouveaux profils, de mettre de nouveaux mécanismes d'action et peut-être, de toutes les façons, il faut une espèce d'acharnement pour justement voir dans quelle mesure on peut réfléchir sur la problématique aérienne au Cameroun. Parce qu'en réalité, on s'est davantage rendu compte que la privatisation de la Camer n'a pas davantage aidé à ce que l'on puisse justement résoudre l'ensemble de problèmes qui se sont trouvés avec la côté. De la Camer à la Camerco, il y a eu toujours des problèmes. Au niveau du changement, même à la tête de cette entreprise, on s'est davantage rendu compte que ce n'est pas un problème individuel par rapport au renouvellement à la tête de cette entreprise, mais on se rend davantage compte que c'est une approche, c'est un problème systémique. Et lorsqu'il y a un problème systémique, il faut déconstruire la machine systémique qui est aujourd'hui au cœur d'un ensemble de fonctionnement et reconstruire notre machine. Donc on est là dans la problématique déconstruction et reconstruction. Donc on déconstruit l'actuelle machine systémique et on reconstruit une nouvelle machine systémique qui permettrait davantage d'évoluer
avec un nouveau souffle, avec une nouvelle énergie, avec de nouvelles méthodes d'action, bref, avec un nouveau chronogramme d'action qui permettront justement de voir dans quelle mesure on peut redessiner le sillage. Il y a des experts dans la matière qui peuvent travailler dans ce sens-là. Il faut justement convoquer ce consortium d'experts pour justement faire l'autopsie de la Camerco. Je pense que s'il y a une volonté politique pour régler ce problème, il va falloir justement faire œuvre collective en convoquant l'ensemble des experts qui travaillent à cet effet. Voilà, merci à vous Serge Aimé, Bikoy. Je rappelle que vous dirigez le service politique, la radio Tiemeni Siantou. Nous sommes du côté de Yaoundé. Kaminele, dites-moi, il y en a qui ont proposé, dit que non, on peut encore sauver. C'est-à-dire qu'on ouvre le capital privé, et Camerco s'associe, d'autres compagnies, on voit, Air France, KLM et les autres. Pourquoi on tient à tout prix à garder tout entre nos mains, nous les Camerounais? Il y a des Camerounais qui ont proposé effectivement cette solution, cette éventualité de pouvoir agréger autour de Camerco un certain nombre d'opérateurs économiques camerounais pour que tous ensemble, on mette une société, une entreprise privée avec de nouvelles énergies, avec de nouveaux apports de fonds. C'est une solution qui a été séduisante à un moment donné. Mais vous savez, en réalité, pour qu'une compagnie aéronautique puisse être viable, là, il faut d'abord la flotte. Et à la Camerco aujourd'hui, si on veut redémarrer une entreprise, il faut d'abord commencer par acheter des avions. Vous ne pouvez pas démarrer une société avec 2 avions chinois qui sont là, même si vous apportez des milliards, c'est pour faire quoi? Et maintenant, il faut tenir compte de la dette qui est plus de 100 milliards de francs. Vous allez faire quoi de cette dette aujourd'hui avec vous apportez votre argent dans une entreprise qui a 100 milliards. Des 100 milliards, c'est des dettes en carburant, des dettes en clearing house, des dettes en... Non, attendez. Je pense que Serge Aimé Bikoy a parlé d'autopsie. Et l'autopsie est pratiquée sur un mort. C'est-à-dire que si on fait l'autopsie de Camerco aujourd'hui, on sait de quoi Camerco est mort. Il faut passer à autre chose. Et moi, je pense que même cette hypothèse de pouvoir réunir des opérateurs économiques camerounais, aucun opérateur économique ne peut venir réunir de l'argent sur un cadavre qui est déjà complètement pourri et qui ne peut pas revivre. Donc, vous avez posé une question très très importante. Le Cameroun peut-il se passer de Cameroun et de Camerco? D'une compagnie aérienne. D'une compagnie aérienne, oui, le Cameroun peut s'en passer. Parce que il faut absolument que le Cameroun ait une compagnie aérienne, mais pour pouvoir s'enfoncer chaque jour, pour verser de l'eau continuellement dans un tonneau de Danaïde, non, il n'en sortira pas. Mais par contre, il peut décider maintenant de s'aborder cette société et maintenant de repenser, de recommencer à faire comme Amadou Ahidjo l'a fait au début des années 60. Il a quitté Air Afrique, il a acheté 3 Au début des années 70. 3 Boeing 737 neufs, oui. Un Boeing 747, des appareils neufs, maintenant avec du personnel. Mais si vous voulez venir faire du neuf, mettre du nouveau vin dans de vieilles autres, mais alors des autres qui sont complètement pourris, vous ne pourrez jamais boire le vin. Moi, je pense, et je persiste à dire que la seule solution, et là au moins Serge Aimé Bikoy est d'accord avec moi, c'est vraiment de mettre la clé sur le paillasson, de réfléchir à autre chose, et de voir même si il est encore possible de mettre sur pied une autre compagnie aérienne. Si ce n'est pas possible, on attendra le temps qu'on attendra, mais ça ne vaut pas la peine de continuer à danser la danse des scies autour d'un cadavre. Voilà, Georges Borrell, vous balayez aussi du revers de la main l'idée d'ouverture du capital privé. Mais il faut recommencer, il faut raser, recommencer à zéro. Je ne connais aucun homme d'affaires qui viendra mettre de l'argent dans une structure qui est déjà super endettée. Parce qu'un homme d'affaires qui vient avec son capital, c'est bien pour faire du bénéfice. Et non pour commencer à venir réparer les torts, payer les dettes. Ça, c'est pas possible. Donc, dès lors qu'on l'a dit, je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, Camerco doit tout simplement mettre la clé sur le paillasson et que, véritablement, cette fois-ci, qu'on puisse penser enfin une compagnie qui se veut moderne et qui se veut une compagnie sérieuse et pouvoir mettre maintenant en place des mécanismes qui concerneraient l'investissement de l'État d'un côté et du privé de l'autre côté et mettre en place une compagnie qui fera la fierté du Cameroun, pas ce que nous vivons là actuellement. Voilà, Kaminele, il y a un panéliste, lorsque nous avons abordé cette situation lundi dernier, il a demandé pourquoi seulement 371 employés.
les autres sont là, et alors qu'il n'y a pas d'avion. Ben, le choix est subjectif. Le choix, on a décidé 371, mais pendant ce temps, on a maintenu les autres. Mais pour faire quoi? Voilà. On a pas d'avion. On a beau dire que c'est à cause du Covid. Non, c'est pas à cause du Covid seulement. Lui-même, le délégué du personnel, a dit que les 2 avions chinois sont bloqués en Chine. Alors vous allez voler avec quoi? Vous allez continuer à louer des avions pour payer quoi? Non, c'est une situation qui est vraiment complètement pourrie. La solution, c'est de mettre tout le monde, de fermer la boîte, de mettre tout le monde dehors, de demander à ces gens-là d'attendre qu'on crée notre compagnie un jour. Mais on ne peut plus continuer dans cette sorte d'incurie, dans cette sorte... Vous imaginez que... tous les experts et qui ont été de grands cadres à Camerco disent qu'il n'existe même pas d'ingénierie financière à l'intérieur de Camerco. Ça veut dire que rien n'est fait de manière orthodoxe, que ce soit M. Jopengwa et Lembe, que ce soit M. Nyunaï, ils sont tous d'accord pour conclure que cette société n'est plus viable depuis très longtemps. Mais quelle est cette obstination donc à maintenir en vie une société à qui on donne des perfusions permanentes, mais des perfusions qui ne servent qu'à payer les dettes. Mais la société ne peut pas prospérer. Donc je pense, comme beaucoup de personnes au Cameroun, qu'il est préférable d'arrêter les frais et de passer à autre chose. Bon, on va rester là au Cameroun. Est-ce que les Camerounais voyagent empruntent les avions Camerco? Quand ça fonctionne? Vous savez, les Camerounais sont très patriotes. Ils aiment bien leur pays, ils aiment bien leur pavillon, ils aiment bien monter dans les avions. On les voyait dans beaucoup de compagnies, les autres compagnies. Où était donc la fierté? Comment on ne voulait pas que ça tombe? Vous savez, malgré le fait qu'à un moment donné, on avait commencé à baptiser Camerco Air peut-être, les Camerounais continuaient toujours d'y aller. Ils aimaient bien entrer sous le pavillon de leur pays. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé le titre de mutation ce matin qui a titré Air Faillite. Et Camerco, c'est la faillite, franchement. On ne doit plus regarder la fierté des Camerounais parce que le Camerounais est encore... Quel est l'avion qui peut faire Douala-Paris ou Douala-Bruxelles? Aujourd'hui, le Camerco. Si on ne loue pas un avion et si on loue cet avion, imaginez ce que coûte la location. Et maintenant, quand vous allez voir la différence entre ce que le Camerco a gagné et ce qu'il faut redistribuer au personnel qui est essentiellement pléthorique, non. On est dans un labyrinthe, on n'en sort pas. Voilà, rapidement un mot sur l'Assemblée nationale et les tradipraticiens qui ont fait un tour de ce côté-là. À l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. On a vu Monseigneur Cléda, on a vu les tradipraticiens devant les députés pour leur faire comprendre que le Cameroun a intérêt à faire confiance à ces tradipraticiens. L'essentiel aujourd'hui, c'est de rassembler tous les efforts pour que tous les praticiens puissent apporter leurs recettes et qu'on puisse extraire ce principe actif. Parce que ce qui est important dans la pharmacopée, c'est le principe actif. Si le principe actif est détecté, pourquoi est-ce qu'il ne sera pas utilisé à grande échelle? Le problème, c'est que chacun est convaincu que sa recette peut guérir. Bon, maintenant, si chacun est convaincu que la recette peut guérir, il faudrait savoir maintenant sur la base de quel principe actif qui se trouve à l'intérieur. Et c'est ça qui devient intéressant. Et encore aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas que le coronavirus, le Covid, a certaines étapes. Certains stades. C'est-à-dire que le médicament qui peut vous guérir au stade 1 ne peut pas vous guérir au stade 2 ou au stade 3. Le stade 3, quand vous êtes déjà en détresse respiratoire, même si on vous apporte n'importe quoi, si vous ne passez pas sous assistance respiratoire, vous n'en sortez pas. Donc, moi, je pense qu'au-delà des résultats obtenus par nos tradipraticiens, il faut aller un peu plus loin, il faut associer nos médecins et nos chimistes pour essayer d'extirper les principes actifs qui vont sortir des formules que l'homme va nous donner. Voilà, Georges Borel, rapidement. Bien, moi je pense que... L'Assemblée nationale et les tradipraticiens. Pour une fois, l'Assemblée nationale se bouge sans qu'elle ait besoin de recevoir des ordres, c'est une bonne chose. Recevoir ces tradipraticiens signifierait déjà un certain engagement que l'État prendrait l'État prendrait pour pouvoir essayer de construire quelque chose. Maintenant, comme l'a dit mon copanéliste, ces tradipraticiens, tous se réclament être les meilleurs, avoir le meilleur médicament, la bonne recette. Donc, je pense qu'il est nécessaire qu'une organisation sérieuse soit mise autour et qu'à un moment donné, qu'on puisse véritablement vérifier tous les principes actifs des différents produits qu'ils proposent afin qu'ils puissent
n'est-ce pas, être consignés et permettre à ce que la population puisse aisément se soigner en toute quiétude. Voilà, merci Georges Borrell d'être venu. Merci à vous également, le doyen Kaminele. Merci à Serge Mébikoy qui était avec nous depuis la capitale Yaoundé. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit la dernière de la semaine, c'est demain à partir de 19h. Bonsoir, Bona Moussadi.